Et oui, l'économie de l'oncle Sam qui continue, mois après mois, trimestre après trimestre, de prendre à rebours, à revers toutes les prévisions économiques. Bonjour Wilfried. Bonjour, bonjour David. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Pour vous, c'est votre conviction, mais on a envie d'y croire. 2024 aux États-Unis, c'est l'année un peu de tous les possibles avec le pire et le meilleur. Oui, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les États-Unis, tout le monde s'attendait en fait, à ce que ça marche plutôt pas mal cette année, hein, économiquement, mais que ce ne soit pas un moteur de l'économie mondiale comme ça l'a été en 2023, en particulier parce que la consommation ne pouvait pas, et je vous l'avais dit il y a à peu près un mois, que ça m'aurait vraiment étonné que la consommation américaine, le consommateur américain continue sur le rythme absolument exceptionnel qui était le sien en 2023. On avait des signaux de fragilité, et bien patatras. Au début de l'année, on se rend compte que les signaux de fragilité, il n'y en a pas tant que ça, il en reste, mais il n'en a pas tant que ça, et il est extraordinairement dynamique, et surtout il est appuyé par un marché de l'emploi qui est absolument phénoménal. Et ce marché de l'emploi, en fait, il surprend parce que les signaux, là aussi, de fragilité de ce marché de l'emploi sont même en train de se retourner. Je vous avais dit en janvier que ce qui m'inquiétait, par exemple, c'était que les emplois intérimaires aux États-Unis étaient en train de baisser. Et ça, c'était véritablement un signal avancé de fragilité du marché. Eh bien, non seulement on a créé globalement beaucoup d'emplois aux États-Unis en janvier, deux fois plus que ce qu'on était attendu, mais en plus, l'intérim Ouais, recommence la durée de travail a baissé aussi. Hein, alors, exactement. ça, c'est un point de fragilité, Le seul élément, effectivement, un petit peu de vigilance aux États-Unis, c'est que le nombre d'emplois à temps plein est en train de baisser. Donc en fait, aux États-Unis, c'est totalement admis d'avoir 2 voire 3 emplois, pas du tout chez nous, c'est pas du tout notre culture. Néanmoins, avoir un nombre de personnes qui sont obligées pour maintenir un certain standing, un certain niveau de vie, d'avoir 2 ou 3 emplois, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de fracturé dans le marché, mais ça continue à tourner quand même de façon très exceptionnelle, et en plus sans inflation. Ça, c'est quand même. Voilà, donc année des bonnes surprises, voilà, mais parce que c'est le scénario boucle d'or, quoi. C'est le scénario. La croissance est là, l'inflation diminue, en tout cas reflue, création d'emplois. Exactement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est appuyé sur des chiffres qui sont par exemple des chiffres de la productivité qui sont en train de remonter depuis 2 trimestres de façon très spectaculaire. Et ça, c'est quelque chose qui implique l'avenir. C'est-à-dire que si vous avez une croissance forte et des créations d'emplois fortes, mais pas de montée de la productivité, ça veut dire qu'en fait, vous êtes au-dessus de votre rythme de croissance potentiel. Ça veut dire que vous êtes en sur-régime permanent. Donc, à un moment donné, vous devez ralentir et très fortement. Là, ce dont on s'aperçoit, c'est par exemple le montant qui est versé aux salariés américains en termes de progression est inférieur à la progression de la productivité. Donc, ça n'est pas inflationniste, puisqu'en fait la productivité… Tout le monde s'y retrouve, le salarié, l'entreprise. Voilà, aujourd'hui c'est le cas. Alors la question c'est, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont permettre de construire une tendance véritablement qui soit plus que 2 ou 3 points sur la courbe? Vous avez changé d'avis alors? En fait, là où j'ai changé d'avis, c'est que je pense que l'économie américaine va nous surprendre à la hausse. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça écarte quasiment, en tout cas pour l'instant, ça écarte très fortement un scénario de baisse très très forte de la croissance mondiale. On avait un scénario qui n'était pas mon scénario central, mais qui était possible de récession mondiale, parce que absence de relance en Chine, toujours beaucoup de problèmes en Europe, et une croissance américaine qui certes était importante, mais en relatif n'arrivait pas à surprendre. Là, comme la croissance arrive à surprendre, le consommateur arrive à surprendre, ça veut dire qu'on écarte un scénario qui est un scénario de baisse progressive de l'activité mondiale. Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Ça veut dire aussi, d'un autre côté, qu'on va probablement avoir un peu moins, en tout cas, moins rapidement de baisse de taux que prévu. On s'était dit la dernière fois, moi j'avais un scénario assez agressif, voire très agressif de baisse de taux, absolument. J'avais même parlé de 200 points de base de baisse de taux au total. Moi j'y croyais pas déjà à l'époque. Absolument, je me souviens. Mais c'est vrai que si on a effectivement une croissance américaine qui est tellement résistante qu'elle dit en fait à la Réserve fédérale, mais il n'y a pas besoin. En tout cas, il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence à prendre des décisions. Ça veut dire qu'on retarde ce que je pense inéluctable, c'est-à-dire une baisse forte des taux d'intérêt, mais que ça va démarrer probablement plus tard que ce qu'on pense, à la fin du deuxième trimestre. Ça veut dire que sur 2023, on aura probablement effectivement moins de baisse de taux que ce que je pensais à l'origine. Année de toutes les opportunités aussi, je ne sais pas, quand on voit les GAFAM, on les a largement traités cette semaine sur Bourseau, mais des résultats qui sont comme impressionnants, tout ça drivé par l'IA, qui devra aussi montrer… que les promesses attendues se réalisent en chiffre d'affaires aussi. Parce que pour l'instant, l'IA, quand on regarde les résultats des GAFAM, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des résultats, en tout cas en termes de cash flow, en termes d'argent généré,
qui sont des résultats assis sur leur business historique, Oui. sur la publicité, sur la vente effectivement de capacités cloud ou de logiciels d'intelligence sur justement ce fameux logiciel as a service. Mais ça n'est pas encore, sauf pour NVIDIA, ça c'est très clair, NVIDIA c'est le cas, Oui. mais sauf pour NVIDIA, ça n'est pas encore l'intelligence artificielle et qui a un impact très très fort sur le bas du compte de résultat. Un petit peu, Microsoft nous dit, j'ai entre 6 et 7% de croissance de revenus liés au cloud qui est lié à l'intelligence artificielle. C'est significatif à la taille de Microsoft, ça reste quand même relativement anecdotique globalement sur le marché. Donc là, il va falloir effectivement que la promesse de l'intelligence artificielle se traduise dans le bas du compte de résultat. On n'en est pas encore là. Les marchés achètent encore beaucoup de promesses. Il va falloir désormais que les résultats arrivent. Et s'ils n'arrivent pas, le poids est tellement important à la fois dans les indices et dans l'économie que l'impact sur l'économie en général sera macroéconomique plus que microéconomique. Évidemment. Année aussi de tous les dangers. Je vous vois venir, ça y est, vous flippez si Trump est réélu, c'est ça? En fait, Trump, c'est le facteur X en fait, de l'économie américaine. C'est-à-dire que Trump 1, c'était très bien pour l'économie américaine. Trump 1, c'était très bien tant qu'il n'a pas choisi de remonter très fortement les taxes, exactement, les taxes à l'importation. C'est aussi quelqu'un qui, on le voit, a une approche vis-à-vis du monde international, vis-à-vis des alliés des États-Unis, qui est une approche qui peut être très très binaire. Une approche sur est-ce que vous apportez quelque chose aux Américains ou est-ce que immédiatement vous n'apportez rien aux Américains. Et donc ça peut déstabiliser des pans à la fois du commerce international et des relations internationales. Les États-Unis, c'est le pilier économique, c'est le pilier monétaire, c'est le pilier juridique du monde. Il ne faut pas déstabiliser cet élément-là. Et plus l'élection va se rapprocher, plus il va y avoir quand même un peu de crainte sur quel Trump on va avoir. Est-ce qu'effectivement on va avoir le Trump pro-business, le Trump réganien? Alors là, tous les entreprises américaines applaudissaient. Alors bon, ceux qui sont dans l'énergie renouvelable un peu moins, parce que là, on va dire très clairement, là, ça ne va pas du tout être le prisme. Mais néanmoins, il y avait un côté très positif. Si effectivement on a le destructeur du monde ancien qui arrive au pouvoir et qui veut effectivement à grands coups de masse d'armes un peu redécorer un peu brutalement l'économie américaine, là on pourrait avoir quelques problèmes, effectivement. Bon, donc voilà, année donc, de toutes les surprises et de tous les dangers. Il va falloir traiter la dette, et Trump, on sait que ce n'est pas non plus un adepte des pratiques les plus orthodoxes en termes de dette américaine. Janet Yellen s'est inquiétée hier du niveau de la dette américaine. Jérôme Powell aussi. Oui, on l'a traité. Voilà, et donc ça va véritablement être un sujet. On sait que Trump, son sujet, c'est pas grave, la dette d'une entreprise, c'est pareil que la dette des États. J'ai restructuré des dettes d'entreprise, je peux restructurer des dettes d'État, mais la dette de l'État, en particulier américain, c'est quand même pas du tout la même chose. Ça va être sport, hein. Tout à fait. Bon, plein de choses à commenter. Décryptage, point de vue signé Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Merci Wilfried. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut.